Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une source un peu particulière, un micro-trottoir fait à Montpellier. C'est sur la chaîne YouTube Micro Sauvage et le titre, il est assez direct, hein, Immigration, insécurité, propagande, le silence coupable des Français. Alors notre but ici, c'est d'explorer un peu ensemble ce que ces paroles de passants nous disent. Qu'est-ce qui ressort sur des sujets comme l'insécurité, l'immigration, comment les médias couvrent tout ça, et puis cette histoire de silence des gens. Exactement. Ce qui est intéressant avec ce format, le micro-trottoir, c'est que ça capte des opinions brutes, souvent très spontanées et parfois chargées d'émotions. On entend des inquiétudes, de la frustration, même de la colère, hein. Mais ce qui est aussi révélateur, ce sont les contradictions, le rapport parfois compliqué à l'info, et puis la difficulté palpable à discuter de ces sujets calmement. C'est vraiment une mosaïque, quoi, brute et parfois un peu déstabilisante. Bon, alors allons-y. Un thème qui revient tout le temps, c'est clair, c'est ce sentiment d'insécurité. Plusieurs personnes en parlent avec force. Il y a cette dame, par exemple, plus âgée, qui compare aujourd'hui avec les années 60-80. Hmm. Une époque où elle dit qu'elle vivait pas avec la peur au ventre. Et maintenant, elle lâche «J'ai jamais eu autant peur de ma vie que maintenant». Le contraste est fort. Oui, et une fois que ce sentiment est là, les gens cherchent des explications. Et c'est là que ça part dans tous les sens. Certains font un lien très très direct, parfois même accusateur, avec des groupes précis. On entend des trucs comme les incidents c'est eux, les prisons c'est eux. Ah oui. Ou parle d'une grande partie, d'une surreprésentation d'une communauté. Et même le mot arabe, l'intervieweur l'utilise et une personne interrogée le reprend aussi. Et ce lien, il est parfois basé sur des expériences vécues, très dures. Je pense à l'ancienne soignante, là. Ah oui, le témoignage de la soignante. Son récit de l'hôpital à Parly-Barbès, Lariboisière, 18e, 19e, 20e, elle cite, c'est assez glaçant, hein. Ouais, Elle parle de rixes, bagarres, armes à feu, tous les jours, dit-elle, et elle ajoute toujours les mêmes. c'est ce qu'elle dit, oui. Elle raconte même des agressions sur le personnel, ignorées pendant longtemps, et une menace de démembrement. Ce sont des mots très très crus, ça ancre l'insécurité dans quelque chose de très concret, de violent. Absolument. Mais attention, il faut bien voir que cette lecture des causes, elle est loin d'être partagée par tout le monde dans la vidéo. Non, c'est vrai. Il y a d'autres voix qui contestent très fort ce lien direct avec l'immigration ou des communautés. Une personne répond assez sèchement que l'incivilité, c'est tout le monde, c'est les Français. Ou c'est les cons, j'ai entendu ça aussi. Voilà, ou c'est les cons encore plus directs. Une autre personne refuse l'idée que les comportements de racaille, comme elle dit, soient liés à une culture ou une religion. Elle propose d'autres pistes, le sentiment de ne pas être chez soi à cause du racisme, ou alors l'effet de groupe, l'influence de groupe. Ce qui est aussi étonnant, c'est la réaction de certains quand on essaye d'aborder ça avec des faits, des chiffres. Il y a un rejet, quoi. Ah oui, c'est très net. T'as des réactions genre les statistiques c'est de la merde, ou alors un refus d'un discours jugé réducteur. J'ai pas envie de parler de ça. Oui, ou simplement, j'ai pas envie de parler de ça. Ça montre bien que le terrain est miné, hein. Discuter avec des faits en public sur ce sujet, c'est quasi impossible, ou en tout cas très tendu. Et puis t'as les paradoxes, comme cette femme qui dit sortir son chien à 2 heures du mat, sans problème à Plan-Cabane. Oui, Mais qui juste après raconte avoir vu un règlement de compte entre, elle utilise le mot, puis elle se reprend un peu en rigolant sur le politiquement correct, arabe. c'est ça. Ça montre bien la complexité, quoi. Les ressentis sont pas toujours logiques ou cohérents. Ce refus du lien direct, c'est intéressant. Et ça nous amène, logiquement, à regarder comment l'immigration elle-même est vue. Et là aussi, c'est très partagé, voire polarisé. C'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, tu as des craintes, claires et nettes, Oui, des peurs liées à l'intégration, ou à ce que certains voient comme une influence culturelle qui pose problème, qui serait pas compatible avec les valeurs françaises. Une personne cite même un sondage, sans qu'on sache d'où il sort, qui dirait que 57% de la jeunesse musulmane serait pour la charia contre les lois républicaines. ah oui, quand même. On entend aussi parler d'un soi-disant programme républicain charia compatible. Et la dame âgée dont on parlait tout à l'heure, elle exprime son désarroi pour sa fille. Elle dit ne pas avoir élevé une gamine à latte dans la merde actuelle. C'est une peur culturelle, presque civilisationnelle, qui s'exprime là. Mais de l'autre côté du spectre, on a des arguments très forts pour l'immigration, surtout sur le plan économique. L'idée que les immigrés font les boulots dont personne ne veut, ça revient souvent. Oui, c'est l'argument classique, mais toujours là. Il ferait des taffes de merde que des Français n'accepteraient pas de faire. Hmm. Il y a une personne qui travaille visiblement avec beaucoup d'étrangers, sud-américains, portugais, marocains, algériens, et elle les cite,
et elle les appelle les forces motrices, indispensables pour faire tourner certains secteurs. C'est une vision très pragmatique qui insiste sur une contribution vitale. Sauf que cet argument des tafs de merde, justement, il y en a d'autres que ça. Ça hérisse un peu? Ça passe pas du tout. Ah non, pas du tout. L'idée que les Français refuseraient certains boulots, c'est vu comme faux et même comme une insulte. Ça m'énerve, dit quelqu'un. Oui, j'ai noté ça, hein. Il ajoute, ça veut dire que nous les Français, on sait pas bosser. Et pour contrer ça, une autre personne dit que les Français ils vont faire exactement ces mêmes boulots difficiles à l'étranger, comme en Suisse. D'accord. Donc il y a un rejet de cette image du Français feignant et un peu de ressentiment face à cette idée reçue. On entend même dire, mais bon, sans preuve dans la vidéo, qu'il y aurait des places réservées dans les concours administratifs. Et puis, il y a des points de vue encore différents qui sortent un peu de ce débat pour-contre. Je pense à la personne qui bosse en CADA. Oui, la personne du CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, donc qui travaille avec les migrants au quotidien. Elle se dit affligée par les politiques qui ferment l'accès à la France, qu'elle voit comme une terre d'asile. D'accord. Elle le dit très clairement. Rien contre l'immigration, bien au contraire. Elle va même jusqu'à nier qu'il y ait un problème d'immigration en France. C'est une position très forte, ancrée dans son expérience pro. Mhm. Et à côté, tu as une autre personne née au Maroc qui amène une note plus universelle en disant simplement « on est tous un peu issus de l'immigration ». C'est vrai. Cette diversité de regard sur l'immigration, c'est vraiment au cœur du truc. Ce qui nous ramène à cette notion de silence qu'on trouve dans le titre. Comment il se manifeste, ce silence, dans ce qu'on entend? Il y a plusieurs niveaux, on dirait. Oui, absolument. Il y a d'abord l'hésitation. La difficulté à dire vraiment ce qu'on pense, là, devant la caméra. « J'ose pas le dire », dit une personne. Oui. Une autre sent qu'elle pourrait être débordée, qu'elle se retient. Et ça semble lié à la peur d'être jugée, cataloguée. L'étiquette facho. Voilà, facho ou même complotiste, apparemment certains l'ont mal vécu pendant le Covid. Ce sont des mots qui font peur et qui empêchent de parler librement. D'ailleurs, l'intervieweur lui-même le remarque. Oui, il le dit. Il dit que le discours change complètement une fois qu'il coupe la caméra. Quand je pars, c'est plus du tout la même histoire. Ça suggère qu'il y a un sacré décalage entre ce qu'on dit en privé et en public. Et au-delà de l'hésitation à parler, il y a carrément une démarche active pour éviter l'info. Certains le revendiquent presque. Oui, c'est une stratégie assumée. On entend des phrases très directes. Je me coupe totalement des informations. Je ne veux absolument pas connaître ce qui se passe. La politique de l'autruche assumée. Exactement. La politique de l'autruche que j'assume entièrement. Et la raison principale, c'est l'anxiété. Les nouvelles sont angoissantes, anxiogènes, ça fait déprimer. Hmm. Il y a même une personne qui dit aller beaucoup mieux depuis qu'elle n'écoute plus les infos. C'est un choix radical pour se protéger mentalement. Et cet évitement de l'info, ça va avec une sorte de repli sur soi, sur sa vie perso. La priorité, c'est son bien-être, même si ça veut dire ignorer les problèmes autour. C'est ce qui semble ressortir, oui. Une femme parle de déni, mais ajoute qu'elle préfère vivre dans son monde de bisounours. Ah oui! Une autre, elle sent bien l'insécurité, mais elle avoue ne pas avoir l'énergie de comprendre pourquoi. Elle dit devoir déjà s'occuper de soi. Je vois. Et ce recentrage sur soi, ça peut aller loin, jusqu'à remettre en cause l'envie d'avoir des enfants dans ce monde jugé trop dur. L'engagement politique, quand il existe, on parle de vote, souvent à gauche ou écolo, il est teinté d'impuissance, face au poids du capitalisme par exemple. C'est intéressant, ça n'a pas l'énergie de comprendre. Ça rejoint peut-être ce que dit une autre personne sur le fait de toujours chercher la nuance. Tout à fait. Et il y a une personne qui dit que nuancer tout le temps, c'est une déformation de professionnel chez elle. Mais elle admet que ça peut devenir une forme de silence, une façon de ne pas prendre position. Elle oppose ça à ceux qui, justement, dans le micro-trottoir, choisissent de parler cash, d'aborder les problèmes de front, même si c'est pour choquer ou être mal vu. Il y a une tension là, entre la complexité des sujets, que tout le monde reconnaît, et ce besoin chez certains d'une parole plus directe, quoi. Et cette question du silence, de l'évitement, de la difficulté à nommer les choses, ça nous conduit tout droit à la perception des médias. La méfiance, elle a l'air très répandue. Ah oui, très. L'intervieweur lance le sujet d'ailleurs. Il demande pourquoi les médias parleraient plus de la Palestine ou de l'Ukraine que des problèmes français, comme la dette ou l'insécurité. Et la réponse fuse. Directement, oui. Une personne suggère que c'est une stratégie pour cacher l'incompétence chez nous au niveau du gouvernement et faire diversion. C'est une accusation de manipulation très claire. Et ça s'inscrit dans une défiance plus générale envers les gros médias, comme ils disent. Exactement. Les termes « gros médias »,« médias mainstream », ils reviennent souvent, et pas en bien. Plusieurs personnes disent ne pas avoir foi en les médias, ne pas faire confiance. Quel est le reproche principal? Et surtout une impression d'uniformité. Ils se copient les uns les autres,
parlent tous des mêmes choses, et souvent de manière négative, anxiogène. Et en creux, on sent une attente pour autre chose, des infos plus positives, ou plus sur la vie quotidienne des gens, moins sur les crises. Et face à cette méfiance, est-ce qu'il parle de sources d'informations alternatives? Oui, mais c'est nuancé. Certains se tournent vers le net, YouTube, la chaîne de l'intervieweur, les journalistes citoyens, mais ils sont conscients que c'est pas la même échelle, pas les mêmes moyens que les grands groupes, Bolloré est cité. D'accord. Mais faut pas caricaturer non plus. D'autres personnes citent des médias variés, y compris des traditionnels comme France Inter ou Le Parisien, à côté de médias indépendants comme Rue 89, Reporter. Ah, donc certains essayent de croiser les sources quand même. Oui, ça indique une démarche, chez certains, de pas gober tout cru, d'essayer de se faire une idée. Après, l'intervieweur, lui, il s'énerve un peu contre quelqu'un qui dit ne s'intéresser à rien, mais qui écoute quand même Léa Salamé le matin. Les contradictions, encore et toujours. Voilà, elles sont partout. En dehors de ces grands thèmes, il y a quelques autres points abordés plus vite. L'Europe, par exemple, un petit mot là-dessus. Oui, il y a une personne qui parle en anglais, elle défend plutôt l'Union européenne. Pour voyager facilement, pour l'euro. Les avantages classiques. C'est ça. Mais elle reconnaît les effets négatifs des frontières ouvertes sur l'immigration. Cela dit, pour elle, le Brexit montre que sortir, c'est pire. Les Anglais ne sont pas heureux, tout est plus cher, dit-elle. Donc, malgré les inconvénients, mieux vaut rester dedans. C'est assez pragmatique comme vision. Et il y a aussi, toujours en anglais, une crainte exprimée sur l'influence d'un parti islamiste, au Sénat notamment. C'est une inquiétude qui passe. Oui. Et puis, pour revenir à une vue d'ensemble, il faut vraiment insister sur les contradictions internes, parfois flagrantes. Oui, l'intervieweur les pointe. Oui, des gens qui disent « je m'intéresse à rien » et 2 minutes après, ils affichent des opinions politiques très claires, genre « vote France insoumise ». Ou ceux qui décrivent une insécurité très forte, mais quand on leur demande frontalement si l'immigration est un problème, ils disent « non, pas de problème ». Ces dissonances, c'est peut-être juste le reflet de l'inconfort à assumer une position cohérente en public sur des sujets si clivants. Ou simplement, la complexité de la pensée humaine, quoi, c'est pas toujours logique. Bon, alors si on essaie de faire une petite synthèse de ce qu'on a retiré de ce micro-trottoir de micro-sauvage, quelles sont les grandes lignes de tension qui ressortent? J'en vois plusieurs. D'abord, ce sentiment d'insécurité très fort qui coexiste avec une difficulté ou un refus chez certains de nommer les causes clairement, surtout le lien possible avec l'immigration. Oui, c'est très net. Ensuite, la polarisation extrême des avis sur l'immigration elle-même, son rôle, son impact, comment on la gère. Complètement opposé, parfois. Troisièmement, cette tendance forte à l'évitement. Éviter l'info anxiogène, éviter de parler des sujets qui fâchent en public, par peur du conflit, du jugement ou juste par fatigue, quoi. Mhm. Et enfin, cette méfiance profonde, quasi générale dans les extraits envers les médias traditionnels. On les accuse d'être partiaux, de faire diversion ou de ne pas parler des vrais problèmes des gens. Et tout à fait ça. Et le point central, le plus paradoxal peut-être, c'est ce fameux silence. Il a vraiment 2 visages. Oui, D'un côté, c'est une stratégie perso, une façon de se protéger pour garder sa tranquillité dans un monde jugé stressant et conflictuel. une bulle. Voilà, une bulle. Mais de l'autre côté, ce même silence, il est vu par l'intervieweur, par ceux qui parlent cash, comme une sorte de démission, voire une complicité passive qui a laissé les problèmes s'installer. Quelqu'un le dit même texto, c'est le silence qui nous a ramenés jusqu'ici. Il y a une tension énorme entre le silence refuge et le silence problème. Ce qui nous laisse avec une dernière question, peut-être pour réfléchir un peu après. Si beaucoup de gens choisissent le silence, l'évitement, ou une nuance qui parfois paralyse un peu pour leur paix personnelle ou par peur du conflit, Hmm. quel espace il reste pour le débat public? Un débat qui est forcément un peu rugueux parfois, mais qui est essentiel pour qu'on puisse s'identifier ensemble et essayer de répondre aux défis dont parlent ces témoignages. L'insécurité, l'immigration, la vie ensemble, quoi. C'est la grande question. Ce fossé qui semble se creuser entre les discussions en privé, peut-être plus franches, et le discours public qui devient très prudent, ou fragmenté, ou silencieux. Quelles conséquences ça peut avoir, à terme, sur notre capacité comme société à nous comprendre et à agir ensemble? C'est une interrogation assez vertigineuse en fait que nous laisse cette plongée dans la parole brute des gens à Montpellier.